Et nous allons ouvrir cette séance de conseil municipal. Je propose que M. Vasseur soit nommé secrétaire de l'Assemblée et M. Vandenbusch l'aidera en qualité de secrétaire administratif. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Non. Et donc, M. Vasseur, si vous voulez bien faire l'appel. Bonsoir. Alors, Nicolas Bouche, Antoine Pierrot, Héloïse Gerbert, Pierre Bertin, Emmanuel Pichonna, Kassem Lemthiri, Barbara Leroy-Ledbert, Gilles Dumay, Pascal Lucot, Fouad Laoutide, Sabine Dewasse, Emmanuel Magdelaine. Chantal Cousin est absente et donne pouvoir à Céline Doutrio. Thomas Hubert, Marie-Christine Goris, Nicolas Burlion, Anne Ramon, Xavier Deric, Martine Cacheux, Guillaume Lequieffre, Céline Doutrio, Yassir Moukrim, Christine Nisol, Bertin Lambray, David Blancard, présent. Quentin Vasseur, présent, Claire Pilat, Carole Doron-Tanguy, présente, Christophe Caudron, Vanessa Larvan, Brigitte Enoch, Laurent Frappard, Alain Mazereux, Pierre-Yves Pirat, Julien Boisse. Merci. Merci. Donc, avant de commencer, deux bonnes nouvelles, une mauvaise nouvelle. Donc, la bonne nouvelle, c'est que nous avons parmi nous l'heureux papa de jumelles qui sont nées début décembre. Donc, Monsieur Moukrim, merci à vous d'être avec nous ce soir, malgré des nuits difficiles. Et bravo à vous. Et Monsieur Moukrim risque de nous quitter tôt. Il a d'autres obligations. La deuxième bonne nouvelle, c'est que ce conseil municipal va durer moins longtemps que prévu. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir que nous assistions à un autre conseil municipal le 8 janvier à 18h. La raison, c'est que nous n'allons pas voter ce soir le budget. Donc il y a toute une série de délibérations en lien avec le vote du budget qui s'en vont. Pourquoi nous n'allons pas voter le budget? Parce que j'ai découvert dans la presse samedi que le conseil municipal de Lille n'avait pas voté son budget pour une raison administrative. C'est-à-dire qu'avec la M57, donc nouvelle nomenclature comptable des collectivités, les éléments budgétaires doivent être envoyés aux conseillers municipaux 12 jours avant le conseil municipal, ce qui n'est pas le cas puisque les éléments ont été envoyés vendredi dernier. Bon, on a eu un budget en 2024 qui reposait sur la M57, ça n'a pas posé de problème. On avait un budget en 2025 qui reposait sur la M57, ça n'a pas posé de problème. Mais là, maintenant qu'on le sait, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. Donc du coup, il faut rester dans les clous administratifs. Un nouveau conseil municipal sera convoqué le 8 janvier. Vous recevrez demain la convocation avec les éléments budgétaires. Donc là, on sera dans les 12 jours légaux. Bon, voilà. Le formalisme administratif se doit d'être respecté. Nous pouvons penser que le formalisme sclérose un peu les choses, sclérose un peu la France. Ce formalisme prend beaucoup de temps et d'énergie aux fonctionnaires. Il embouteille les tribunaux, fait la joie de certains avocats, tant mieux pour eux. Et nous oblige à nous revoir le 8 janvier. Donc ce conseil municipal d'aujourd'hui, qui devait être le dernier conseil municipal du mandat, ne l'est pas. Donc vous avez sur table un ordre du jour rectifié, donc un certain nombre de délibérations, donc toutes celles qui
ont trait avec le budget ont été supprimés, donc un ordre du jour allégé. Et vous avez aussi sur table une délibération que nous expliquera Madame Leroy-Ledbeur par rapport à une création de postes. Donc tout le monde là sur table. Bon, il y a des réactions par rapport au budget là. Enfin, alors Monsieur Boisse m'a écrit hier à ce sujet, donc merci à lui au cas où nous ne l'aurions pas repéré d'avoir pointé la chose avant le Conseil. Bon, pour être tout à fait transparent, et je pense quand même que ce qui s'est passé à Lille a dû faire réagir dans les chaumières, puisque le 15 décembre, le préfet du Nord nous envoie combien de pages ? 13 pages sur la M57, donc reçue le 16, hein, on est le 18, d'accord ? Et donc dans ces 13 pages, on a une ligne que j'ai surlignée ici, qui nous dit 12 jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée au budget. Bon, je pense que je ne sais pas qui a soulevé ce point-là à Lille, mais ça... Ah, je sais pas. Ah si, oui, Madame Sulbout, oui, mais dans ce qui a été écrit dans la Voix du Nord, elle aurait prévenu la municipalité. Là, c'est le 15 décembre, reçu le 16. Oui. Donc, bon. Donc voilà pourquoi ce soir nous resterons moins longtemps ensemble. Ensuite, nous passons aux communications. Donc il y en a deux. La première sur le prix régional de l'innovation. Qui la présente ? Ah. Ça n'intéresse personne. Alors, qui présente le prix de l'innovation ? Monsieur Magdelaine, peut-être ? Non, je peux le présenter. Ben, vous le ferez à deux voix. Donc, eh bien, hop. Donc, on a déposé, on a reçu le prix d'innovation développement durable pour gérer la gestion de l'eau sur le territoire, de l'eau aussi bien pour gérer les besoins des balayeuses et autres, avec la gestion des cuves à eau. On a des cuves de récupération d'eau de pluie. Depuis longtemps, il y en a qui sont installées. Et là, on a commencé à instrumenter ces cuves-là avec des capteurs pour regarder quels sont les taux de remplissage et puis mettre ces taux de remplissage en face des besoins qu'on peut avoir à côté, qui sont des besoins de deux ordres. Le premier, c'est la propreté, c'est pour les balayeuses. Et le deuxième besoin, l'été, c'est pour les arbres, la végétation, pour l'aider à passer l'été et aussi à nous rafraîchir. Et donc, voilà, on a là des outils où on bénéficie du réseau LoRa qui a été implanté, qui a été installé il y a de nombreuses années sur la commune, pour remonter ces données-là de capteurs et mieux adapter nos besoins et notre capacité. Voilà. Merci et félicitations au service. Deuxième communication, Mme Pichonna, sur le PESDT, oui, c'est ça. Allez-y. Oui, alors c'était juste pour vous faire un point sur le projet éducatif social de territoire. Lundi 15 décembre a eu lieu la première rencontre de ce projet éducatif social de territoire qui, dans sa nouvelle mouture avec le volet social, ces rencontres ont réuni plus de 50 personnes lundi, avec une forte représentativité de tous nos partenaires éducatifs et sociaux. Et cette rencontre est un temps d'échange ouvert donc aux habitants, aux familles, aux professionnels, aux associations partenaires. Et l'objectif était de présenter ce nouveau projet éducatif afin de se l'approprier, de partager ensemble des idées et de co-construire les nouvelles actions qui seront mises en place lors de ce projet éducatif.
Et donc l'objectif, c'est à chaque fois de ces rencontres, c'est d'apporter un éclairage autour de l'enfant dans toute la politique éducative que l'on met en place pour les enfants, autour de l'éducation, la parentalité, la jeunesse et le social, en englobant les familles et tous les acteurs sociaux qui sont avec nous pour coécrire ce projet. Et ce projet est porté par la CAF, l'Éducation nationale et la ville. Et en termes de ressenti, le lundi, il y avait une très très forte dynamique, alors qu'effectivement, à la veille des fêtes, tout le monde était un petit peu fatigué et en fin de période. Les personnes sont arrivées lundi un peu fatiguées et préoccupées de cette fin de période, et tout le monde est ressorti avec une appropriation du projet éducatif social de territoire, l'envie de se revoir, et avec des temps d'échange qui étaient très riches et dynamiques, avec des ateliers qui étaient autour de comment construire ensemble l'abécédaire du projet éducatif de territoire. Et donc, je tenais à souligner cette rencontre qui a eu lieu cette semaine et à remercier Madame Beaufils qui porte ce projet éducatif social de territoire au cœur de la ville. Merci à tous ceux qui œuvrent là-dessus, et puis merci pour cette présentation claire et synthétique. Nous passons aux délibérations. Donc le procès-verbal de notre dernière séance de conseil municipal, celle du 16 octobre, vous a été envoyé. Y a-t-il des remarques, des erreurs, des modifications à apporter ? Donc je soumets ce procès-verbal au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Il est donc adopté à l'unanimité. Vous avez eu connaissance des décisions et des marchés qui ont été passés depuis le dernier conseil municipal. Y a-t-il des demandes de précision par rapport à ces décisions et à ces marchés ? Donc, nous prenons acte que toutes ces décisions, ces marchés ont été présentés aux membres du conseil municipal. Et je passe la parole à Madame Ramon qui va nous parler du SIAD. Oui, pour vous parler de la modification des statuts et de la désignation des représentants du conseil municipal. L'association de services de soins infirmiers à domicile de Marquette, régie par la loi de 1901, a pour but de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en leur apportant des soins d'hygiène, de confort et de bien-être en coordination avec les différents intervenants médicaux, paramédicaux et sociaux. Les services sont étendus aux membres adhérents de l'association dont fait partie Lambersart. Lors de l'AG mixte du 4 juin 2025, il y a eu une modification des statuts avec, à l'article 6.2 des statuts, les membres de droit. Il a été acté que les membres de droit de l'association sont un élu de chacune des communes suivantes: Lambersart, Marquette-les-Lilles, Saint-André-les-Lilles, Vambrechy, Péranchy, Lompré, Verlinghem, dûment mandaté par le maire de chaque commune. Il est proposé en qualité d'élu que je sois donc la représentante du conseil municipal. Sur ces bases, il est proposé aux membres du conseil municipal de prendre acte de la modification des statuts de l'association de services de soins infirmiers à domicile et notamment du nombre de représentants pour chaque commune et de désigner soit par vote à bulletin secret conformément à l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, soit si le conseil municipal le décide à l'unanimité par vote à main levée. Donc auparavant, il y avait 2 élus, c'est ça ? Auparavant, et donc, il y avait 2 pour élus. Simplifier, ils ont décidé de passer à 1. Pour simplifier et avoir plus de stabilité et que le nombre de membres ne se modifie pas de manière significative lors des élections. D'accord. Donc là, on vote nommément. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce qu'on vote à main levée ? Bien, je vous remercie. Et donc, nous proposons Madame Ramon pour nous représenter au SIAD. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est donc à l'unanimité que vous nous représenterez. Madame Leroy-Ledbert.
Bonsoir. Donc là, je vais vous présenter les avantages en nature pour l'année 2026. Car conformément à l'article L 2123-18-1 du Code général des collectivités territoriales, les avantages en nature pour l'année 2026 doivent vous être présentés. Donc, il s'agit de mettre à disposition des logements de fonction pour les concierges de l'hôtel de ville, du site Guy Lefort, salle Sainte-Cécile, du complexe sportif Georges Delfosse, du site de Canteleu, site Lavoisier et Jules Maillot, du site Norbert Ségard et Centre Jeanne du Toit, pour le concierge de la salle Malraux, le concierge de la ferme du Montgarin et le concierge du Castel Saint-Gérard. Il y a aussi, en termes de mise à disposition des agents, des véhicules de service qui sont accordés avec remissage à domicile. Vous avez en annexe de cette délibération la liste des agents qui en bénéficient. Les agents en 2026 auront aussi la possibilité de se restaurer au sein du restaurant administratif. Ils auront aussi la possibilité d'adhérer à la protection sociale complémentaire ainsi qu'à la prévoyance. Merci. Merci. Y a-t-il des questions, des demandes de précision par rapport à ce rapport annuel? Eh bien, nous prenons donc acte que ce rapport nous a été présenté. Merci. La délibération suivante, c'est donc celle qui est sur table, donc qui est modifiée avec un poste d'adjoint technique à 800 heures annuelles qui a été rajouté. Vous allez nous expliquer ça. Oui, donc comme à notre habitude, nous sommes toujours dans notre processus de déprécarisation des agents qui sont contractuels au sein de nos effectifs. Notamment. Et il y a également donc en termes de création de postes, nous proposons de créer un poste de directeur des services techniques à temps complet, là c'est pour une nomination particulière, ainsi que des postes d'adjoints d'animation, donc 3 postes d'adjoints d'animation à hauteur de 427 heures annuelles, 860 heures annuelles et 890 heures annuelles, ainsi que 9 postes d'adjoints techniques. Donc, nous en avons un de 600 heures, un second de 650, 4 de 308 heures 25, un de 550 heures, et enfin, le dernier qu'on a rajouté sur table, donc de 800 heures annuelles suite à un oubli. Merci. Y a-t-il des questions? Une demande de précision. Bon, donc on essaye de mettre à jour au plus près de la réalité ces postes. Qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient? C'est donc à l'unanimité que ces postes sont créés. Et nous abordons le tableau des effectifs. Et justement, pour être au plus près de la réalité, donc tout au long de l'année, je vous ai présenté des délibérations visant à créer, modifier ou supprimer des emplois dans le tableau des effectifs. Et donc là, il s'agit de vous présenter ce tableau des effectifs, justement de faire une synthèse, et qu'il s'agit d'une photographie à l'instant T. Et donc, nous vous prions de bien vouloir intégrer dans ce tableau la création du poste d'adjoint technique de 800 heures à l'intérieur, d'en tenir compte. Et donc, c'est tout. C'était donc cette photographie qui représente l'ensemble des effectifs tels qu'on en a besoin si on souhaitait nommer et recruter les agents. Merci. Y a-t-il des questions, des interrogations? Donc, pour cette délibération qui vise à approuver ce tableau des effectifs, qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc à l'unanimité qu'il est approuvé. Monsieur Lemthierry, dont le temps de parole sera donc plus court que prévu. Merci, bonsoir tout le monde. Je démarre avec la décision budgétaire modificative 3 du budget 2025. Dans le cadre de l'exécution du budget, il convient de procéder à un ajustement des inscriptions de quelques-unes. En fonctionnement, nous n'avons que des recettes, j'en citerai quelques-unes. Remboursement de formation suite à un départ pour la somme de 12 000 €. Remboursement également des indemnités journalières du personnel pour la somme de 91 000 €. Et le reversement par la MEL des certificats d'économie d'énergie pour la somme de 45 000 €. En investissement, nous avons des dépenses plantation avenue Bécard,
34 425 €. Des travaux au niveau de l'école Perrault-Bettini pour 13 000 €. Installation de 2 stations gonflables futures, vélo, pour 7 400 €. En termes de recettes, une subvention de la MEL dans le cadre du fonds de concours culture pour l'achat de matériel de sonorisation pour la salle Malraux pour 24 400 € et vous trouverez la dépense également en investissement pour la somme de 41 924 €. Sur ces bases, il est proposé aux membres du Conseil d'ajuster le budget 2025 en autorisant cette décision modificative numéro 3 pour l'année 2025. Merci. Y a-t-il des demandes de précision? Donc, nous passons au vote cette décision budgétaire modificative. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc à l'unanimité. Monsieur Thierry. Une deuxième délibération que nous passons tous les ans et qui concerne les admissions en non-valeur et les créances éteintes. Les admissions en non-valeur peuvent être demandées par le comptable public dès que la créance lui paraît irrécouvrable suite à l'indigence du redevable, après avoir effectué toutes les mesures de recouvrement mises à sa disposition. L'avis de produits reçus par les titres de recettes concerne la période 2017-2025 à hauteur de 294,73 et 2246,29 pour les admissions en non-valeur de créances irrécouvrables et 121,14 € et 9,04 € pour les créances éteintes que vous trouverez dans les annexes qui sont avec la délibération. L'opération elle sera constatée par une dépense imputée sur les crédits repris au budget de la commune à l'article 65 pour les admissions en non-valeur et pour les créances pour la somme de 2671,20 centimes. Sur ces bases, il est proposé aux membres d'accepter l'admission en non-valeur des titres de recettes pour ce montant. Merci. Des questions, des précisions? Bon, le comptable nous demandait d'admettre en non-valeur la recette qu'on attendait par rapport à quelqu'un qui avait détruit du mobilier urbain et qui avait été identifié, qui avait été condamné à le rembourser. Et donc, au bout de quelques années, le comptable avait dit « Bon, bah, c'est tout, c'est perdu », mais là, on a refusé. Et voilà, parce que c'est normal que quand les gens cassent, ils payent, surtout quand ils sont identifiés. Donc, on ne fait pas n'importe quoi avec les admissions en non-valeur lorsqu'il y a possibilité, en réactivant la filière, que les choses aboutissent. On active la filière. Sachez-le. La suivante. Des provisions et reprises pour dépréciation des actifs circulants. L'article L2321-2 du Code général des collectivités fait figurer parmi les dépenses obligatoires ce qu'on appelle la dotation aux provisions. Ainsi, une provision doit être constituée notamment lorsque le recouvrement des restes à récupérer sur compte des tiers est compromis malgré les diligences faites du comptable public. Cette provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Le retard de paiement constitue un indicateur de dépréciation d'une créance. C'est pourquoi il est considéré que les pièces en reste plus de 2 ans, ce que vous voyez également sur le tableau qui vous a été donné, doivent faire l'objet de dépréciation selon les motifs qui vous sont exposés. Des charges engagées pour 82 843 sur un terrain n'appartenant pas à la ville entraînent une créance. Donc, il est prudent de provisionner cette créance à hauteur de 100%, équivalent au prix de vente. Cette provision pourra faire l'objet d'une reprise au compte 78 si la créance est éteinte ou admise en non-valeur ou si la provision est devenue sans objet, c'est-à-dire qu'elle a été recouverte partiellement ou totalement, ou si le risque qui a été présenté est moindre. Cette reprise devra faire l'objet d'une délibération pour l'acter. Enfin, en cas de créance douteuse supplémentaire, il conviendra de délibérer à nouveau pour mettre à jour le montant de la provision. Donc, dans le cas des 82 000 €, c'est juste qu'on n'a pas réussi à obtenir les 82 000 € concernant la maison 6 rue Allée des Tuileries. Et pour garantir notre possibilité de toucher au moins les 41 000 €, ce que vaut ce terrain-là, nous avons provisionné le risque de toucher cette recette au moment de la vente.
Donc, il sera proposé aux membres du Conseil, au vu des créances au 31/12/2025, de constituer une provision des actifs circulants d'un montant de 62 457 au compte 68 et de préciser que les provisions sera reprise partiellement ou totalement par émission d'un titre de recette au compte 78 cette fois-ci, lorsque la provision n'aura plus d'être. Vive la comptabilité. Question, précision. Qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient? C'est donc à l'unanimité. Je vous propose que vous passiez les trois suivantes en un seul tenant. Hein. Je vous laisse expliquer. Très bien. Nous avons la prolongation du placement de fonds, un compte à court terme. Donc, ce sont les prolongations que nous passons à chacun des conseils municipaux. La première concerne la vente du 30 rue des Martyrs de la Résistance et la cession de quelques véhicules pour la somme de 132 000 €. Donc, nous allons prolonger ce compte à terme à partir du 4 mars 2026. Le deuxième placement, il concerne la vente du terrain Nado et également quelques véhicules, le Proxibus et des véhicules pour 13 500 €, le Proxibus à 78 860 € et le terrain Nado pour 1 200 000 €. La même chose également, une prolongation à partir du 1er février 2026 pour 3 mois supplémentaires. Et la dernière concerne la vente du 220 avenue de l'Hippodrome ou la Villa des Roses et la cession également d'autres véhicules pour la somme de 904 000 € et qui concerne ces ventes-là à partir du 1er novembre 2024. On l'avait démarré depuis novembre 2024 et là, on prolonge un petit peu ce compte à terme à partir du 1er février 2026. Il vous a été mis également les taux à titre indicatif. Bien évidemment, ce sont des comptes à terme sans risque et qu'on pourra éventuellement récupérer la somme, le capital ainsi que l'intérêt qui sont calculés sur la durée de ce placement-là. Donc, il n'y a aucun risque sur ces placements-là et on demande à les prolonger uniquement de 3 mois. Questions, interrogations. Ça revient à chaque conseil municipal. Donc, pour ces délibérations 12, 13 et 14, qui vote contre? Qui s'abstient? Eh bien, tant mieux, ça nous rapportera un petit peu d'argent, 30 000 € en 2025. La suivante, des demandes de subvention. Des demandes de subvention pour l'installation de vidéoprotection, le remplacement de quelques caméras, la mise en place de plans particules mises en sûreté, les PPMS dans les écoles et l'achat de gilets pare-balles. Donc pour renforcer la sécurité au niveau du territoire de la ville de Lambersart, nous souhaiterions continuer l'installation de la vidéoprotection, acquérir pour ces agents nouvellement recrutés des gilets pare-balles dont le coût est estimé à 850 € hors taxe et poursuivre l'installation de plans particuliers de mise en sûreté dans ces écoles. Le coût du projet est estimé à 15 000 € hors taxe. Le Fonds interministériel de prévention et de la délinquance ouvre la possibilité d'être aidé sur ces thématiques-là. La demande se fera à partir de janvier 2026. Donc, nous souhaiterions approuver cette démarche, d'autoriser le maire ou son représentant à solliciter toutes les subventions au titre du FIPD de la préfecture ou tout autre organisme susceptible de financer ces dépenses. M. Caudron. Pas d'intervention? Ah bah. Non, je... suis perdu, je suis complètement perdu. C'est une technique, hein. C'est quand même, au bout de 5 ans. D'accord. Non, mais... c'est pour ça que je vous tendais la perche. Sur Burlion, vous n'avez pas la parole. Alors, donc, sur ces demandes de subvention, pas de demande de précision, non, d'éclairage. Qui vote contre? Qui s'abstient? L'unanimité, merci. Les cours d'école. Une autre demande de subvention auprès d'autres organismes. Donc, la renaturation de l'espace urbain passe par les cours d'école. La ville souhaite donc rénover les cours d'école.
en essayant d'installer, d'équiper ces écoles et ces cours par des aires de jeu, de la rendre plus verte par l'installation d'arbres et d'arbustes, ainsi que de la désimperméabilisation des sols et de créer éventuellement des îlots de fraîcheur. Sur ces bases, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver cette démarche, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à solliciter les subventions auprès de l'Agence de l'eau dans le cadre du programme France Nation Verte, Conseil départemental ou tout autre organisme susceptible de soutenir financièrement ces projets et d'autoriser le maire de signer tous les documents afférents à ce dossier. Merci. Demande de précision. Non. Donc je la mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. Et le mécénat. Le mécénat, modification du fonds de dotation Lambersart Transition Mécénat. Le mécénat qui a été autorisé en 87 et modifié par la loi 2003 met en avant le rôle essentiel que peuvent jouer les entreprises ainsi que les mécènes particuliers aux côtés des collectivités territoriales pour soutenir des projets locaux et d'intérêt général. Par délibération de décembre 2023, le Conseil a initié la démarche de mécénat, Lambersart Transition Mécénat, en permettant à la commune de percevoir directement les dons des entreprises tout en encadrant la relation avec les donateurs. L'objectif était de créer des synergies avec le monde économique au bénéfice du développement de Lambersart par des soutiens complémentaires au financement public. La délibération 2024, le Conseil a créé le fonds de dotation qui s'appelle Lambersart Transition Mécénat pour faciliter et encadrer ce partenariat avec les entreprises ainsi qu'avec les particuliers. Considérant que l'article dans les statuts du fonds de dotation qui vous ont été annexés contient deux mentions contradictoires, le non consomptible et le consomptible. Le consomptible signifie qu'on pouvait utiliser les dons qu'on reçoit des mécènes ainsi que les intérêts générés par ce fonds quand il est placé. Et le non consomptible signifie qu'on ne peut pas utiliser le fonds, mais n'utiliser uniquement que les intérêts générés par le placement de ce fonds. Aujourd'hui, nous avons décidé d'utiliser le fonds en lui-même ainsi que les intérêts, tout en laissant de côté une somme d'argent de 5 000 €. Donc, c'est ce qu'on avait voté à travers le conseil d'administration dans le règlement intérieur pour qu'on puisse avancer et utiliser ce fonds de dotation. Parce que normalement, sur le consomptible, le non consomptible, on l'utilise vraiment quand on a des grosses sommes et uniquement les intérêts générés par ces grosses sommes, quand elles sont placées, permettent d'utiliser ces intérêts. Aujourd'hui, le fonds qu'on a créé, peut-être dans quelques années, peut-être il y aura plusieurs centaines de milliers d'euros, mais aujourd'hui on parle de 30 à 40 000 €. Donc nous souhaiterions quand même utiliser ce fonds, bien sûr avec les intérêts. Néanmoins, nous laissons une somme d'argent de 5 000 € comme le prévoit le règlement intérieur. Sur ces bases, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver les nouveaux statuts du fonds de dotation Lambersart Transition Mécénat en modifiant ce mot, en le passant de consomptible à non consomptible. De non consomptible à consomptible. Pardon. Merci. Le conseil d'administration a voté à l'unanimité ce changement dans le statut du fonds de dotation. Parce qu'effectivement, si on avait 10 millions d'euros fonds de dotation, on pourrait ne consommer que les intérêts, mais on en est loin. Donc avoir un capital qui dort et ne pouvoir utiliser que les intérêts, ça n'a pas beaucoup de sens. Bon, néanmoins, il y a une réserve, pour le coup non consomptible, de 5 000 € qui permet de pérenniser, de maintenir le fonds de dotation. Donc c'est le sens de cette délibération. Y a-t-il des questions ? Je soumets donc cette modification au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. Merci. Madame Lucot. Alors, nous allons parler de subventions exceptionnelles et nous proposons d'attribuer à l'IRIS Hockey 2 000 € de subventions exceptionnelles pour la participation à 2 Coupes d'Europe. Alors en fait, après d'excellents résultats de la saison
hockey en salle en 2025. Les 2 équipes seniors femmes et hommes se sont qualifiées pour les Coupes d'Europe organisées en février. Une se passera même à Lambersart pour les femmes, à la salle Pierre de Coubertin, avec 8 clubs européens. Et la seconde se passera à Vienne, en Autriche, pour les hommes. Donc, nous proposons de participer à ces 2 événements en attribuant 2 fois 1 000 €, soit 2 000 € pour ces 2 tournois. Est-il des questions, des interrogations? Donc, si des élus étaient partie prenante à l'Iris Hockey, ils ne prennent pas part au vote, hein, bien sûr. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité que ces subventions sont attribuées. Monsieur Bertin, je sens que ça va être un peu plus long. Bonsoir à tous. Je vais vous présenter une délibération relative à une subvention concernant un type d'habitat adapté, les logements Octave. Alors, je profite de cette présentation pour faire un très bref préambule. C'est une opportunité de rappeler que les travaux de la commission extramunicipale logement sont toujours en cours, puisqu'elle va encore se réunir le 27 janvier. Depuis bientôt 2 ans, la commission s'est réunie à 6 reprises. Je vous rappelle que les attendus de cette commission étaient et sont de pointer les difficultés qui peuvent faire obstacle à l'accès ou à l'appropriation d'un logement. Je souhaite surtout ici, c'est l'occasion de remercier toutes les personnes qui ont accepté de s'attaquer à cette gageure, tant le sujet est large. Nous n'avons jamais été moins d'une 20aine de personnes autour de la table, en dépit de réunions qui parfois avançaient un peu dans la soirée. Et vraiment, je les remercie de leur assiduité. Qu'il s'agisse d'associations qui agissent sur le sujet du mal-logement ou du logement d'urgence. Je les cite, l'association EOL, la Sauvegarde du Nord, le Graal. Qu'il s'agisse de bailleurs sociaux, notamment, et j'aurais peur d'en oublier, mais notamment bien sûr Partenor, Villogia, SIA, de représentants de la MEL, d'habitants experts, d'administrateurs du CCS, d'agents, d'élus, bien sûr. Nous avons travaillé en atelier sur 3 thèmes, le maintien dans le logement, l'appropriation citoyenne du sujet du logement, la primo-accession et le parcours résidentiel. Un authentique échange d'informations, d'idées, de bonnes pratiques a eu lieu et auront encore lieu, je l'espère, le 27 janvier. Et les 2 dernières séances, un peu différemment des précédentes, s'attachent à présenter des focus, alors pas des formations, mais des focus sur des dispositifs innovants ou en cours, et en particulier le BRS, le bail réel solidaire dont on a parlé lors du dernier conseil municipal, qui pour certains était une découverte, et qui sans doute s'en inspire. Et puis la prochaine séance, évidemment, ce sera une synthèse, l'établissement d'une synthèse des travaux effectués, et également un échange croisé autour du dispositif Amélio, et avec un focus sur le volet adaptation du logement, et aussi un bilan sur les Lambersartois, les foyers Lambersartois qui sont déjà accompagnés sur ces dispositifs. Alors donc le programme Octave, qui s'inscrit dans le développement de nouvelles formes d'habitat et de services dédiés aux personnes vieillissantes, la MEL a conçu le programme pour répondre aux besoins en adaptation des logements des habitants, car 1 métropolitain sur 5 est âgé de plus de 60 ans et que le vieillissement de la population s'accentue, notamment sur Lambersart, avec une population qui vieillit plus que la moyenne métropolitaine et des secteurs présentant une surreprésentation des personnes de plus de 65 ans. Le programme doit aussi répondre aux besoins des locataires d'être suivis et accompagnés tout au long de leur avancée en âge. C'est donc pour cette raison que le programme propose un service gérontologique qui intervient avec régularité au domicile des futurs occupants et en confortant ainsi les ressources en accompagnement sur le territoire, les ressources en accompagnement gérontologique sur le territoire communal. 2 projets
prévoit l'intégration de logements adaptés Octave dans l'objectif d'augmenter la proposition sur ce type de logement, de solutions abordables en proximité pour tous, en maillant donc la commune. Le premier projet concerne l'avenue du Maréchal Lyautey, opération du bailleur social Habitat Hauts-de-France, qui proposera 8 logements Octave. Alors, pour utiliser les termes techniques 4+ et 4 PLAI, les PLAI, c'est les logements pour les personnes dont les ressources sont les plus basses, plus c'est intermédiaire, au sein de l'îlot dit 3-2 situé au cœur du site. Et là, pardon, je mélange avec la rue Eugène-Descamps. Et donc, rue Eugène-Descamps, site de l'ancienne briqueterie, projet porté par CDC Habitat, qui proposera 8 logements Octave au sein, je le redis, de l'îlot 3-2 situé au cœur du site. Le service associé à ce dispositif est l'association Ferronvro, qui intervient déjà sur d'autres sites Octave sur la Melle, et en particulier pour Lambersart au niveau de la rue Chateaubriand depuis plus de 7 ans. Cette expérimentation qui avait été mise en place à l'époque a essaimé sur d'autres communes de la métropole, car ce dispositif d'accompagnement et d'adaptation donc de la vie au domicile a fait ses preuves en tant que chaînon manquant entre le domicile autonome et l'entrée dans un cadre plus institutionnalisé. Les objectifs de cet accompagnement, donc service d'accompagnement du vieillissement en logement adapté, sont identifiés. Ils sont au nombre de 5. Prévention par rapport à l'apparition de certaines pathologies, meilleure prise en charge sanitaire, prévention budgétaire et prise en charge de l'endettement, aide administrative et prévention par rapport au démarchage abusif, ouverture sociale et développement de l'entraide. Pour les 2 projets qui nous sont, sur lesquels nous souhaitons avancer, donc à l'issue des auditions de projets organisées par l'AMEL avec ses partenaires, caisse de retraite principalement, ces 2 projets Octave de Lambersart ont été retenus en programmation immobilière et financière. Et à ce titre, un bouquet d'aides et d'investissements doit être constitué pour permettre d'équilibrer les opérations et de proposer ces logements très abordables aux personnes âgées les moins favorisées et selon un agencement intérieur favorable à la qualité de vie. L'AMEL apporte une participation supplémentaire de 7 500 € par logement construit, la CARSAT Hauts-de-France de 3 500 logements par logement également. Et complémentairement, la ville est sollicitée pour une subvention qui s'établit à 4 000 € par logement, conformément au cahier des charges d'Octave, et pour les communes de plus de 5 000 habitants. Ainsi, si on fait le décompte, la contribution de la ville s'établit à hauteur de 64 000 € répartis à parts égales en 2 subventions de 32 000 € pour chacun des 2 projets cités. Et élément important, ces subventions communales sont directement liées à la création de logements conventionnés et en conséquence, elles seront déductibles du prélèvement SRU annuel. Alors, la manière dont le versement de ces subventions est envisagé, sans que ce soit figé, c'est le versement d'un quart des subventions en 2027 et le versement du solde en fin de chantier, selon évidemment l'avancement de chacun des programmes. Et donc, sur ces bases, il est proposé au conseil municipal d'octroyer une subvention de 32 000 € à Habitat Hauts-de-France pour l'opération avenue du Maréchal Lyautey, 32 000 € à CDC Habitat pour l'opération rue Eugène-Descamps, au titre de leur contribution à la réalisation de 16 nouveaux logements seniors Octave sur Lambersart. Et donc d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les conventions qui lieront la commune avec Habitat Hauts-de-France et CDC Habitat respectivement. Merci. Des questions, des demandes de précision? Donc, on duplique ce qui existe rue Chateaubriand et qui a fait la preuve de son efficacité. Je le dis d'autant plus facilement qu'à l'époque, ce n'était pas nous qui étions en charge. Donc, on peut dire quand c'est bien. Qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient?
C'est donc à l'unanimité que nous décidons de favoriser ce type de logement. Autre délibération qui risque d'être un petit peu développée. Bon, alors je vous rassure, c'est la 20e sur 23. Hein, donc, Alors, délibération à l'horizon 2035. Donc on a encore le temps, mais il vaut mieux s'y préparer. Et donc elle concerne le tramway, la station de tramway au Pont-Royal, et puis un petit peu plus largement la desserte par les transports en commun de Lambersart sous l'aspect de la présence de cette station au Pont-Royal. Donc on a eu le 4 novembre un atelier participatif de la branche nord de la ligne de tramway, enfin du réseau de tramway du métropolitain de Lille et sa couronne. Et cette branche nord, elle va de la Deule, du Pont-Royal, jusque Vambrechy, et donc elle intéresse Saint-André et Marquette et Vambrechy et Lambersart. Et donc nous avons eu cette réunion le 4 novembre ici à Lambersart. Et donc il y a des plans qui nous ont été présentés, sur lesquels on était invités à travailler. Et donc, en recoupant un petit peu les plans, essayer de mettre sur une seule image ce qui actuellement nous est proposé au niveau du Pont-Royal. Alors, vous avez la Deule qui est verticale, on ne la voit pas, elle n'est pas en bleu, voilà. Mais vous avez une longue barre sombre, ça c'est le pont actuel du Pont-Royal, c'est le pont actuel, avec ses 4 voies, qui permet d'aller à Lille. Et vous avez en dessous la représentation d'un second pont qui, lui, est dédié au tramway et à des voies cyclables et voies piétonnes, alors actuellement de part et d'autre, mais enfin des voies cyclables et des voies piétonnes. Donc, ce que vous pouvez après voir, c'est que sur la gauche, tout à fait à gauche, vous avez tous des traits verticaux. Et ça représente le cadastre des maisons qui sont sur la rue d'Olchin, Château d'Ouchin, pardon, et également la rue Georges Guilmer à Saint-André. Et donc vous voyez tous ces traits horizontaux et juste à peu près au milieu de ces traits horizontaux, vous avez la représentation de la station de tramway telle qu'elle est actuellement dessinée. Voilà. Et vous avez de l'autre côté du canal, donc à droite, la représentation d'une autre station, celle qui s'appelle Parc, et qui, elle, comprend deux stations, enfin 2 doubles quais, un qui va vers l'esplanade, qui est sur l'esplanade, et puis un autre qui va vers Euralille, vers le long du boulevard de Coubertin et tout ça. Voilà. Quoi dire encore là-dessus? Oui. Si vous voulez passer l'autre image, alors l'autre image, on retrouve la même chose, vous voyez en rouge. Et il est représenté, c'est des courbes un peu des isodistances. Et donc, la première courbe en rouge, on est à 300 mètres de la station de tram. En bleu, on est à 500 mètres. En rouge, en mauve, on est à 800 mètres. Alors, le 800 mètres, vous le voyez un petit peu bien, c'est que au niveau de la rue de Lille, il arrive à l'avenue du Bailli du Croquet, d'accord ? Mais quand on remonte l'avenue Bécard, 800 mètres, on n'est pas encore aux 5 avenues. Les 5 avenues, ça fait un petit peu plus de 800 mètres quand même encore. Mais par contre, ça intègre bien tout le quartier de la place de la République, Gambetta et tout ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais encore ajouter ? C'est que on sait très bien la station Canon d'Or, on sait très bien qu'elle prendra au moins la direction de Vambrechy, puisque c'est à Vambrechy qu'il va y avoir la gare, le dépôt. Donc forcément, pour que les
tram puisse aller vers le sud, où ils vont forcément passer là. Donc on aura forcément une direction. Mais par contre, une fois qu'on a traversé la Deûle, la métropole, pour le moment, ne sait pas si un tramway qui arrive devant Brechy, donc au niveau de la station Parc, va partir tout droit pour descendre l'Esplanade, le boulevard Vauban, aller vers lointainement la Porte des Postes, aller vers une branche vers Aubourdin, l'autre branche vers Wattignies, ou bien alors, si le tramway qui arrive devant Brechy va tout de suite tourner à gauche et prendre sur ce qui est actuellement le périphérique et partir sur l'île Europe, le Zénith et l'hôtel de la région. Voilà. Donc tout ça, c'est... Alors on peut penser, parce qu'on peut penser que en première... Même si le tramway met plus de temps, et s'il ne réalise pas les, je ne sais plus, il y a 20 km, un truc comme ça, c'est sûr que la branche nord, elle va être faite la première, puisqu'il y a le dépôt des tramways, donc le départ des tramways. Et on peut penser que le plus rapide qui sera fait, ce sera peut-être le long du périphérique et vers l'île Europe, plutôt que de traverser l'île, aller à l'île Vauban, et faire tout le tour. On peut penser, bon. Voilà, mais donc on ne sait pas. Et donc, sur un petit peu cette présentation, cette introduction, on propose, nous, une délibération qui essaie de préserver, pour les réflexions futures, l'intérêt des Lambersartois et de la desserte en transport en commun de Lambersart. Voilà, donc je vais vous lire la délibération telle qu'elle est prévue. Donc, alors, il y a l'introduction dans le cadre de la concertation, mais ça, c'est ce que je vous ai dit. Ensuite, alors, pour la station Pont-Royal, nous, on énonce que la ville est tout à fait favorable à l'implantation d'une station au Pont-Royal. Mais, telle qu'elle est esquissée actuellement, telle que vous la voyez esquissée, et elle est sur les plans, eh bien, cette station se trouve, on va dire, tout à la fois très très proche de l'arrière et des fonds de jardin d'habitation, très très proche, puisqu'on a quasiment que la longueur de leur jardin, donc très très proche, et en même temps, on se trouve dans un espace qui est très isolé. Vous connaissez, si vous allez à Saint-André, que vous passez, contournez par le Pont-Royal, ou vous allez vers l'île, c'est un endroit qui est très isolé. Autant on a des maisons rue Douchin, là, Château Douchin. Après, à cet endroit-là, on est très isolé. Et donc, nous, ce qu'on dit, on vous propose comme texte, c'est de dire que nous souhaitons que puissent être étudiées deux alternatives. Donc, une première alternative, c'est que l'emplacement soit éloigné des habitations, des arrières des jardins des habitations. Et pour ça, c'est un peu appuyé, on peut s'appuyer sur un document qui a été édité dans le cadre d'Euralille à la Deûle. Donc ça, c'est dans le cadre d'Euralille à la Deûle. Vous n'y êtes pas soumis. Mais Euralie à la Deûle, on avait la station de tramway qui était éloignée des habitations de la rue Douchin. Et on avait des gyrations beaucoup plus courtes pour les voitures. Des gyrations très courtes. Et donc on dit, pourquoi on ne s'éloignerait pas des arrières des jardins? Voilà, la première chose. Et en même temps, on demande, c'est qu'on ait une sorte de parvis à configuration très urbaine et qui débouche sur l'avenue du Canon d'Or, sur la rue Saint-Alban, sur la rue des Frères Calonne, mais une sorte de parvis urbain qui donne confiance. Voilà. Donc, la première alternative, c'est déplacer la station en l'éloignant des habitations. Et la deuxième alternative, et si vous voulez remettre la première image, s'il vous plaît, la première alternative, eh bien, ce serait de mettre la station de tramway, non pas verticale, comme vous voyez là,
mais à la perpendiculaire, horizontale, alors non pas sur le pont qui franchit la Deûle, mais sur le pont qui franchit la M357, c'est-à-dire la route qui va vers Saint-André, donc la première partie. Donc à ce moment-là, au lieu d'être assez éloigné dans ce qui est aujourd'hui un haricot et tout ça, viendrait de manière plus proche, un peu plus proche de Lambersart. On gagnerait un tout petit peu. Et en ayant cet emplacement-là, toujours, c'est de réaliser un beau parvis urbain et qui débouche bien sur l'avenue du Canon d'Or, qui est vraiment, c'est pas la rue de Lille qui nous intéresse, c'est l'avenue, enfin la rue de Lille, mais c'est l'avenue du Canon d'Or qui est le point de branchement. Voilà. Et alors là-dessus, on a une autre petite modification qu'on a demandée. C'est que sur le pont, donc le pont du dessous, vous avez les voies cyclables et les voies piétonnes. Eh bien, il n'y a pas d'accès à partir des rives de la Deûle, à partir de l'avenue du Bois. Et donc, on demande qu'on réalise une sorte de rampe d'accès comme elle existe actuellement pour les piétons cyclistes pour gagner le pont qui traverse la Deûle et qu'on aille directement. Et comme ça, on ira directement aussi à la station de tramway. Voilà. Voilà, donc ça c'est sur la station Pont-Royal précisément. Et alors le deuxième volet de la délibération, il porte comme titre station Pont-Royal, desserte tramway et plus globalement la desserte par transport en commun de Lambersart. Alors si on prend quelques chiffres, avec cette station au Pont-Royal, on peut estimer que le tramway métropolitain Lille et sa couronne, c'est-à-dire ce tramway qui permet d'accéder jusqu'à Wattignies, Aubourdin, la Porte des Postes, Vambrechy, enfin Lille-Europe, enfin, c'est tentaculaire. Hein. Eh bien, on peut estimer que cette station est bien accessible. Alors, pour une partie significative des Lambersartois, et donc soit en direct à pied, pour environ 4000 Lambersartois. Alors, ces 4000 Lambersartois, c'est tous ceux du quartier du Saint-Gérard, et c'est une bonne partie des habitants du Canon d'Or, auxquels on peut ajouter les 1000 élèves, les 1000 lycéens du lycée Jean Perrin, et les 800 salariés du parc d'activités Canon d'Or, ce qui fait pas mal. Alors ensuite, dans la délibération, on se permet de faire une petite pointe, c'est que cette station, elle va aussi permettre de rendre accessibles les transports en commun pour des gens de Lambersart qui les ont très peu accessibles, c'est-à-dire les gens du champ de course, de l'avenue de l'Écho, de l'avenue Lyoté, l'avenue du Colonel Drian, l'avenue Maréchal Leclerc. Et donc, ce sont des gens qui, finalement, vont être à 1 km 100, 1100 mètres de la station du tramway, comme ils le sont déjà aujourd'hui de la station du métro ligne 2, Canteleu. Donc, ils ont Canteleu. Là, ils sont à mi-distance entre Canteleu et puis cette station. Et puis, ils auront aussi, à 1100 mètres aussi, la station Jouot. Parce que ça, c'est des modes lourds. Parce que sinon, ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est à 400 mètres, sur l'avenue de l'Hippodrome, un bus qui passe toutes les heures ou toutes les demi-heures et qui les emmène seulement à la station du métro Canteleu. Pardon. Voilà, donc en accès direct, on aura déjà pas mal de Lambersartois. On va avoir également beaucoup de Lambersartois ceux qui peuvent aller à vélo, pourront rejoindre cette station de tramway. Hein, ils iront à vélo. Et puis alors ensuite, on est aussi très accessible par le réseau bus tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec la ligne 10 et la ligne 51, et à ce moment-là, c'est 15 000 Lambersartois supplémentaires qui ont accès au Pont-Royal par la ligne 10 ou la ligne 51, c'est-à-dire l'extrémité du quartier du Canon d'Or, le quartier du Paco-Vendrague, Lambersart-Bourg, les Conquérants et le quartier de la Mairie. Voilà. Alors,
Mais la station Pont-Royal, on pourrait dire, c'est pas un but en soi, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont exprès au Pont-Royal. On a envie de dire, c'est pour aller au-delà. Et donc, avec ce que j'ai dit tout à l'heure comme préambule, et c'est pour ça qu'on est à l'horizon 2035, je ne voudrais pas que Lambersart, en fait, finalement, soit roulé dans la farine. C'est-à-dire, on connaît la politique métropolitaine de rabattement sur des lignes de bus, sur métro. On va imaginer qu'ils vont faire pareil sur la ligne de tramway. Et donc, on n'a pas du tout envie que, finalement, notre ligne 10, notre ligne 51, elle s'arrête au Pont-Royal, soi-disant parce qu'on peut, là, prendre toutes les directions. Ou alors qu'elle s'arrête au parc. Non, alors, ce qu'on va dire, c'est que aujourd'hui, par la ligne 10 et la ligne 51, donc on a actuellement une très bonne desserte au-delà, c'est-à-dire vers le Vieux-Lille et l'île Centre, et puis l'île Flandre. L'île Flandre. Parce que le tramway, ce n'est pas l'île Flandre, c'est l'île Europe. Et à l'île Europe, il n'y a pas la ligne 1 du métro. Et quand on sait qu'on a au moins 800 personnes qui travaillent à Villeneuve-d'Ascq, au moins 800 dans Lambersart, eh bien, ne pas avoir accès directement à la ligne 1, parce que la 2, elle ne les emmène pas à Villeneuve-d'Ascq. Enfin, je prends l'exemple de Villeneuve-d'Ascq ou de tant d'autres communes. Donc, on ne peut pas être perdant comme ça. Alors, à se rajouter des correspondances, parce que on se paierait une première correspondance, on arrive à l'île Flandre, l'île Europe, on refait une correspondance avec 300 mètres à pied à faire pour aller rejoindre la ligne 1 du métro. Et puis quand on arrive à Villeneuve-d'Ascq, peut-être qu'on a un bus à prendre. Donc c'est ubuesque à ce moment-là. On comprend que les gens ne puissent pas prendre les transports en commun. Et donc ce qu'on dit, c'est qu'on veut que l'ajout d'une offre de tramway ne vienne pas détériorer l'offre actuelle, donc la ligne 10 notamment et la ligne 51, qui amène en direct, sans correspondance, au Vieux-Lille et à l'île Flandre, là où on trouve l'offre de transport en commun la plus complète et l'accès aussi au réseau TER, les TER, donc avec des Lambersartois qui vont travailler à Arras, à Valenciennes et tout ça, hein, ou des gens de Valenciennes qui viennent par ici. Voilà, donc amène en direct sans correspondance. Voilà, et on ne pourrait vraiment pas porter comme une amélioration d'offre pour ces destinations une correspondance supplémentaire à Canon d'Or. Et le pire encore, en plus, parce que vous avez vu comme on ne sait pas les directions qui vont être prises, c'est qu'on aurait peut-être une correspondance supplémentaire à la station suivante, Parc. Et alors à ce moment-là, Parc, vous êtes entre le Bois de Boulogne, le Grand Carré, le canal de la Moyenne d'Eule, le stade Alphonse Max, la façade de l'Esplanade. Vous êtes, on sait bien, c'est le petit paradis, le grand paradis. Hein. Mais là, on ne peut pas imaginer que des personnes aux heures creuses, aux heures tôt le matin, tard le soir, qu'on ait des personnes vulnérables, des personnes isolées, des personnes âgées, des femmes, des jeunes filles, des adolescents, des jeunes, qui n'aient d'autre solution que de faire une correspondance là au milieu, à la station Le Parc, à 10h du soir. Enfin, vous ne l'imaginez pas. Enfin, ceux qui passent là actuellement, on n'a pas imaginé que ça pourrait être beaucoup plus avenant, on va dire, si je veux être simple. Voilà. Et donc, nous souhaitons donc que station tramway Pont-Royal et réseau bus qui irrigue Lambersart permettent de concilier un accès au tramway du métro métropolitain de Lille et sa couronne et un accès direct à l'île Flandre avec son offre de correspondance multiple, réseau TER, métro ligne 1 et 2, tramway, le tramway ligne R&T, là vers Roubaix-Tourcoing, les lianes et les nombreuses autres lignes de bus, toutes les bus. Et donc, sur ces bases, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable à condition que l'ajout de l'offre de tramway ne vienne pas détériorer l'offre actuelle. Voilà. Merci.
Alors, si quelqu'un demande une précision, c'est parce qu'il n'a pas écouté. Hein. Oui, mais c'est important. Parce que là, je pense que on a toutes les informations. Et il est via Recrute. Hein. Il est bien recruté. Faut le savoir. Donc l'idée, c'est de se projeter et de... Bon, là, on est dans une concertation officielle, donc on propose que la ville de Lambersart dépose un avis, que le conseil municipal de Lambersart dépose un avis dans le cadre de cette concertation pour attirer l'attention sur ce que Gilles Dumay nous a précisé, ne pas perdre un accès facile aux gares, à l'île Flandre notamment, sous prétexte qu'il y aurait une station de tramway à proximité. Bon, et l'autre point, c'est le positionnement de la station de tramway. Néanmoins, si quelqu'un souhaitait des précisions, il peut demander la parole. Non. Donc, je mets cette délibération très importante pour... les 2 décennies qui viennent au vote. Donc la ville de Lambersart se positionne sur cette délibération dans le cadre de la concertation. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc à l'unanimité que ça sera déposé dans le cadre de la concertation. Et merci pour tout ce travail et ces explications complètes. Monsieur Laoutide va nous parler de C2E. Merci, monsieur le maire. Oui, donc c'est une délibération qui revient et qui concerne la demande de renouvellement de l'adhésion de la ville au dispositif métropolitain de valorisation des certificats d'économie d'énergie. Donc les travaux qu'on réalise dans la commune et qui visent à réaliser des économies d'énergie donnent droit à des C2E. Et donc ces certificats ont une valeur marchande auprès des entreprises du secteur de l'énergie. Et la MEL, elle coordonne un dispositif mutualisé de valorisation de ces certificats et qu'elle ouvre aux communes volontaires. Donc la MEL nous garantit un prix fixé à 8,02 € par mégawattheure CUMAC minimum pour la période de 1er janvier 2026 au 31 décembre 2017. Et donc les communes qui rejoignent ce regroupement s'engagent à confier à la MEL le soin de valoriser ces C2E dans le cadre du regroupement, d'identifier un référent technique C2E, de s'assurer de l'éligibilité et de la recevabilité de ses actions d'efficacité énergétique, de créer et de compléter son dossier de demande de certification depuis l'outil numérique qui est mis à disposition, au plus tard dans les 3 mois à compter de la réception des travaux. Donc la commune perçoit de la part de la MEL la recette de la vente de C2E et rembourse les frais de gestion à la MEL d'un montant maximum de 0,33 € par mégawattheure CUMAC généré. Donc sur ces bases, il est proposé aux membres du conseil municipal d'adhérer au dispositif métropolitain de valorisation de certificats d'économie d'énergie pour la période 2026-2027 et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer avec la métropole européenne de Lille la convention de prestation de services mutualisés. Merci. Donc plus on isole, plus on touche de C2E. Et en 2025, 45 000 €, alors qu'on était à 10 000 € dans les années précédentes. Y-a-t-il des questions, des remarques? Je soumets donc cette délibération pour adhérer au dispositif métropolitain au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. Merci. Monsieur Lambray, qui va clôturer ce conseil municipal. Merci. Alors la prochaine délibération s'inscrit dans la continuité d'un dispositif que le conseil municipal a déjà validé il y a 3 ans. C'est de renouveler à compter du 1er janvier 2026 et pour une durée de 3 ans la convention de prestation de services avec la MEL concernant les outils de lutte contre l'habitat indigne issus de la loi ALUR. Pour Lambersart, 2 dispositifs sont concernés, la déclaration de mise en location, la DML, et l'autorisation préalable aux travaux de division, c'est l'APD. Ces outils sont ciblés sur des secteurs précis, notamment le quartier de Canteleu, qui concentre à lui seul environ 50% des situations d'indécence recensées sur la commune.
Sur le bilan chiffré de la dernière période triennale 2023 jusqu'à novembre 2025, vous m'excuserez de ne pas avoir les derniers chiffres du mois de décembre. Il y a eu 282 déclarations de mise en location qui ont été instruites, dont 182 dossiers étaient entièrement conformes, c'est environ 65% de ces déclarations. 33 dossiers présentaient des anomalies nécessitant des travaux, ça représente environ 12% de ces instructions, et 57 dossiers comportaient des observations. Sur la même période, 6 demandes d'autorisation de division ont été instruites, toutes sur des situations sensibles, avec un enjeu fort de prévention de logements indignes. Tous les dossiers présentant des anomalies ont fait l'objet d'interventions directes auprès des propriétaires, avec intervention d'électriciens ou de professionnels de gaz qualifiés. Les principales anomalies concernaient la sécurité électrique, des équipements vétustes ou non conformes et des risques directs pour les occupants. Les dossiers avec observation concernaient quasiment exclusivement la présence de plomb ou d'amiante, avec obligation de suivi et d'entretien clairement notifiée aux propriétaires. Sans ce dispositif, ces situations n'auraient tout simplement pas été détectées à ce stade. Le fonctionnement reste identique à ce qu'il était ces 3 dernières années. L'AMEL pilote, fournit les outils numériques, gère les sanctions et le contentieux, et la commune assure l'instruction de proximité. Les coûts sont pris en charge par la métropole sur la base d'un forfait à l'acte. Il s'agit donc du renouvellement d'un dispositif opérationnel utile et ciblé. Il est proposé donc au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention avec l'AMEL pour une nouvelle durée de 3 ans. Merci. Des questions, des demandes d'intervention? Donc, on soumet cette délibération au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. La suivante et dernière. J'ai encore l'honneur de clore un conseil municipal. Donc, cette délibération, qui est la dernière, donc, fait suite à celle que nous avons déjà présentée et adoptée il y a 2 mois concernant la mise à disposition du foncier situé au 494 avenue de Dunkerque et au 277 rue de la Carnoy au profit de l'île Métropole Habitat via un bail à construction. À l'époque, le principe avait été validé, mais le projet de bail n'avait pas encore été finalisé. Nous profitons donc de ce conseil municipal pour présenter formellement le contenu du bail à construction afin que le conseil dispose d'une vision complète et transparente des engagements pris. Pour rappel, il s'agit d'un bail à construction d'une durée de 60 ans, portant sur la réalisation d'un programme de 5 logements locatifs sociaux et d'un rez-de-chaussée commercial pour une surface planchée d'environ 333 mètres carrés. Le loyer est symbolique, fixé à 1 € par an, ce qui est classique pour ce type d'opération d'intérêt général. Le point important et volontairement sécurisant concerne l'intégration d'une clause résolutoire. Cette clause prévoit que le bail sera automatiquement résilié sans indemnité de part et d'autre si le permis de construire définitif valant permis de démolir n'est pas obtenu. Concrètement, si le permis est refusé, retiré par l'administration ou annulé par une décision de justice devenue définitive, la ville récupère immédiatement et intégralement la maîtrise de son foncier, sans risque juridique ni financier. Cette clause protège à la fois la commune et le preneur, en évitant toute situation de blocage ou d'engagement irréversible sans autorisation administrative. Le bail fixe par ailleurs des échéances précises. Dépôt du permis de construire au plus tard en septembre 2026. J'aurais bien aimé que ce soit beaucoup plus tôt, mais la vitesse administrative, et en particulier avec le changement de statut de LMH, nous emmène sur ces délais-là. Obtention d'un permis définitif au plus tard en juin 2027 et démarrage des travaux à la suite courant de novembre 2027. Nous sommes donc sur un cadre juridique clair, équilibré et sécurisé qui permet d'avancer sur le projet tout en préservant pleinement les intérêts de la ville. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer le bail à construction et l'ensemble des actes nécessaires à sa mise en œuvre. Merci. Des questions, des demandes de précision? Nous passons au vote. Qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient? C'est donc à l'unanimité qu'elle est adoptée.
Je n'ai pas reçu de questions ces derniers jours, mais le règlement intérieur que nous avons modifié il y a quelques mois autorise que les questions soient posées en direct, avec le risque qu'on n'y réponde pas en direct, si c'est un peu technique. Y a-t-il un groupe qui souhaite poser une question? Non. Eh bien, mesdames, messieurs, je pense que c'est le conseil municipal le plus court du mandat, avec une belle unanimité, donc merci à vous. Je pense que le 8 janvier prochain, nous n'aurons pas la même unanimité. Mais bon, peut-être je me trompe. Hein. Voilà, merci à vous, bonne soirée, bonne fin d'année, et au 8 janvier.